On va pouvoir commencer ce soir cette rencontre. Merci à vous d'être là. Et puis merci surtout à nos invités d'avoir accepté de revenir pour nous voir. Donc Coralie Chaube, qui est journaliste chez Libération, qui va pouvoir animer cette rencontre avec Marie-Monique Robin, qu'on est ravis de recevoir. On est ravis de vous présenter son travail sur Sacrée Croissance. Bien sûr, on suit vos publications dans notre bibliothèque grâce à notre fonds développement durable, sur Monsanto, sur le poison quotidien, autant de DVD et de livres que vous pouvez trouver dans notre médiathèque, que la librairie Le Divan vous propose aussi ce soir. Il y aura une séance de dédicace à la fin. Donc si vous voulez continuer à prolonger ou à offrir de belles choses à Noël, c'est l'occasion. On voulait aussi remercier tous les gens qui nous ont accompagnés sur cette soirée. Donc le Divan, bien sûr, la direction des espaces verts et de l'environnement, Arte, un premier partenaire qui est là. Voilà. Arte qui nous a proposé cette rencontre. Et puis les éditions La Découverte qu'on suit. Qui se cache aussi. Voilà, donc vous êtes dans un lieu où vous pouvez trouver toutes sortes de produits culturels. Et voilà, on est ravis de pouvoir soutenir aussi l'édition et le monde de la diffusion. Je vais laisser la parole à Coralie Chaube qui va vous présenter un petit peu le travail de Marie-Monique Robin. Ensuite, nous lancerons la projection du film Au pays du bonheur national brut, dont vous pouvez voir quelques extraits à l'intérieur de Sacrée Croissance, que vous avez peut-être déjà vu sur Arte. Et puis, place au débat ensuite, à un entretien. Vous pourrez poser vos questions, n'hésitez pas après la projection. Et puis ensuite, séance de dédicace, il y aura une petite séance de dégustation de bonnes boissons également, et la visite bio, et la visite de l'exposition dans le hall. Pas les verts, on est désolé, mais voilà, on a fait de notre mieux. Voilà, et puis l'exposition Sacrée Croissance qui est au rez-de-chaussée, et je laisse la parole. J'imagine que beaucoup de gens dans la salle vous connaissent déjà, parce que sans flagornerie, on peut dire que vous êtes une figure du journalisme. Depuis 1989, vous avez réalisé près de 100 films d'investigation, vous avez obtenu une trentaine de prix, dont le prix Albert Londres, qui est quand même le concours du journalisme. Vous l'avez obtenu en 1995 pour Voleur Dieu, un documentaire sur le trafic d'organes. Pour les besoins de vos enquêtes, toujours très fouillées, vous avez parcouru le monde, vous avez énormément voyagé, notamment en Amérique latine. Et fidèle à la célèbre devise d'Albert Londres, vous avez inlassablement porté la plume dans la plaie. Par exemple, dans Escadron de la mort, l'école française, en 2003, vous avez montré comment des militaires français ont formé les tortionnaires des juntes sud-américaines dans les années 70. Votre film a d'ailleurs contribué à l'arrestation d'anciens généraux de la dictature argentine. En 2008, dans Le Monde, selon Monsanto, vous avez expliqué comment cette multinationale impose ses OGM au monde en infiltrant les sphères scientifiques et réglementaires. Dans Notre poison quotidien, en 2001, vous avez étudié pourquoi et comment les pesticides, l'aspartame ou le bisphénol A, ont envahi nos assiettes alors même que ces molécules créées par l'homme nous rendent malades. Bref, ce ne sont là que quelques exemples de votre travail qui dénoncent depuis plus de 25 ans les atteintes aux hommes et à la Terre. Mais depuis les moissons du futur, en 2012, qui montrent qu'on peut nourrir la planète sans la détruire, vous allez au-delà du réquisitoire. Vous montrez que il y a des alternatives, qu'on peut faire autrement. Et c'est donc aussi le propos de votre dernier projet, Sacrée Croissance. C'est une enquête réjouissante, pleine d'espoir, que sans doute beaucoup d'entre vous ont vu sur Arte ou en replay, voilà, et qui explique pourquoi la sacro-sainte croissance, celle supposée infinie de la production et de la consommation de biens matériels, pourquoi cette croissance nous mène dans le mur. Et surtout, qui démontre qu'une société post-croissance, durable, plus équitable, sera tout sauf sacrificielle, archaïque, malthusienne. Et pour ce travail, donc, vous avez interrogé de nombreux experts, dont la philosophe et sociologue Dominique Méda, à qui vous avez d'ailleurs demandé de vous remettre l'an dernier la Légion d'honneur sur le site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout un symbole.
Et vous avez aussi rencontré au nord comme au sud des héros locaux, des femmes et des hommes qui préfèrent le mieux au plus, qui pratiquent l'agriculture urbaine, qui participent à la transition énergétique de leur territoire ou qui créent des monnaies locales. Et enfin, vous êtes allé au Bhoutan, ce petit royaume niché au cœur de l'Himalaya, qui refuse la dictature du PIB et de la croissance économique à tout prix. C'est le pays du bonheur national brut. Et donc nous allons voir là un film de 26 minutes. J'ai cru comprendre que vous en préparez un de 52 minutes tellement vous aviez de matière. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir là. Vous pouvez peut-être nous en parler très rapidement avant qu'on voit le film et qu'ensuite je vous pose des questions et que surtout la salle vous pose des questions. Voilà, alors voilà, ça marche. Oui. Voilà, bonsoir. Je suis impressionnée, bravo de tout cela. Qui a vu Sacrée Croissance pour je me rends compte? Ah, voilà, déjà ça tombe, mais il y en a encore qui ne l'ont pas vu, donc voilà. Alors ce film, je l'ai fait en même temps que Sacrée Croissance en fait, parce que quand je suis allée au Bhoutan pour Sacrée Croissance, c'est un pays très lointain, c'est difficile d'y aller, et ça coûte très cher d'ailleurs pour vous dire les choses clairement. Et je me suis dit quand même passer 4 jours là-bas pour faire, vous voyez, 10 minutes dans le film Sacrée Croissance, c'est quand même dommage. Et vraiment, ça a été un voyage extraordinaire. Donc j'ai fait en plus un 26 minutes, qui est passé sur Arte Reportage en juin 2014. Le 26 juin, 28 juin. Voilà, c'est ce que vous allez voir, qui est donc complémentaire de ce que vous avez déjà vu dans Sacrée Croissance. Et comme tu l'as dit, effectivement, j'ai tellement de matériaux, et c'est tellement incroyable, l'histoire du Bhoutan, que je vais faire 52 minutes, encore plus, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de montrer ce que fait ce pays. Donc voilà, alors je vais vous laisser regarder le film, parce que je pense que c'est mieux qu'on en parle dans 26 minutes, c'est pas très long. Voilà, et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Voilà. Là, on a passé le bonus du DVD Sacrée Croissance. Voilà, donc si vous avez le DVD, si vous voulez voir le film en totalité, vous avez un petit extrait, mais là, vous avez eu le plus complet sur le Bhoutan. On va commencer le débat avec Coralie Schöpf qui va poser quelques questions à Marie-Monique Robin, et ensuite ce sera votre tour. Alors, les dirigeants de ce pays semblent avoir compris beaucoup de choses. C'est presque trop beau. Le Premier ministre actuel n'a pas l'air non plus de vouloir remettre en cause le BNB, contrairement à ce qui a pu être dit. Ah oui, alors ça c'est vraiment incroyable, parce que moi, quand je préparais mon voyage au Bhoutan, donc il y a eu, pour résumer, c'était une monarchie absolue, n'est-ce pas? Le 4e roi, alors je t'avoue que c'est un personnage, j'aurais tellement aimé le rencontrer, j'en rêve encore, parce que en fait, c'est lui qui a inventé le BNB, et puis à 50 ans, il a dit, il n'y a pas de raison que ce soit que les vieux qui gouvernent, je laisse la place à mon fils. On aimerait bien entendre ça plus souvent, vous voyez ce que je veux dire? Et il abdique à 50 ans. Bon. Et puis il dit, maintenant mon fiston, la constitution, des élections, tout ça, et lui il se retire dans une cabane où il fait du vélo. Faire du vélo au Bhoutan, il faut vraiment en vouloir. Hein. Pourtant j'ai beaucoup de vélo, mais au Bhoutan... Et il s'occupe de ses petits-enfants. Alors t'imagines que quand tu as une caméra, tu te dis « Je voudrais voir le roi qui fait du vélo au Bhoutan ». Bon, bref, j'ai pas pu, mais je suis très têtue, hein, comme le milieu du Poitou, donc j'espère que je vais retourner au Bhoutan pour faire le roi dans sa cabane. Bon, donc j'ai pas vu le roi, ni le père, ni le fils d'ailleurs. Mais alors le fils, jeune, donc 26 ans, plus jeune roi du monde, eh bien, il se retrouve avec ce bébé, donc il organise des élections. Alors quand même, pour la petite histoire, il n'y avait pas de parti politique avant. Donc moi j'ai connu les 2 premiers ministres, le premier, donc Jimmy Tinley, chez qui je suis allée, dans sa maison, et puis le deuxième. Et puis les 2 m'ont expliqué que quand ils se sont retrouvés avec l'obligation d'organiser des élections, il a fallu créer des partis. Puis il dit, sauf qu'on n'avait aucune différence entre nous, on est tous d'accord, on n'arrivait pas à trouver de différence. Alors je dis, mais donc vous avez fait quoi? On a fait 2 partis, puis après aux deuxièmes élections, on a fait nous, on en a 4. Je dis, mais vous avez donc fini par trouver des différences? Non, c'est pas grand-chose. C'est très intéressant parce que peut-être qu'on parlera après pourquoi ça se passe au Bhoutan, ça et pas ailleurs. Hein. C'est une vraie question. Hein. Donc voilà. Alors, le premier est élu, Jimmy Tinley, il perd les 2e élections. Le nouveau est élu. Moi, entre-temps, j'étais en pleine préparation. Et quand j'apprends que Jimmy Tinley
n'a pas gagné les deuxièmes élections. J'étais en rapport déjà avec tout son ministère. Eh bien, je lis, j'entends à droite, à gauche, à la radio que c'est fini le bonheur national brut, que le nouveau Premier ministre ne veut plus entendre parler. Je me dis, bon, bah alors je ne vais peut-être pas y aller parce que c'est peut-être fini. Et comme j'avais des relais là-bas, et notamment une scientifique, enfin une économiste belge qui travaille sur le Bhoutan, j'étais en relation avec elle, elle me dit non, ne t'occupe pas de ça, c'est une rumeur. Et derrière cette rumeur, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, je t'explique peut-être. Oui. Oui, enfin voilà. Bon, je suis habituée à tout ça, les rumeurs, les grosses compagnies, vous voyez ce que je veux dire, dont une que je connais très 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 bien, qui met beaucoup d'argent pour discréditer les gens, pour faire circuler des rumeurs. En fait, depuis que le bonheur national brut est sorti du Bhoutan, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une première résolution qui a été présentée aux Nations Unies, qui a donc donné lieu, on en parle dans le documentaire rapidement, à une résolution signée par 67 pays, sur le bonheur comme nouveau paradigme de développement. Depuis, il y a un nouveau document qui a été remis aux Nations Unies, à la demande des Nations Unies, pour voir quel pourrait être l'indicateur de richesse alternatif au PIB. Et donc, le Bhoutan l'a fait, associé avec 67 scientifiques internationaux, dont la Belge dont je viens de parler. Et puis tous les experts qu'on voit dans mon film, ça fait 300. Ils ont tous été associés à ça. Et Tim Jackson, etc. Et depuis qu'il y a eu ça, eh bien, comme par hasard, il y a cette rumeur qui a commencé à circuler en disant que c'était pas sérieux, que le Premier ministre ne voulait plus entendre parler du bonheur national brut, et en disant aussi c'est pas sérieux parce qu'il y a de gros problèmes avec une minorité d'origine népalaise au Bhoutan, dont je connais assez bien l'histoire, bon, je peux rentrer en détail. En tout cas, c'est de la manipulation. Et d'après mes différents interlocuteurs, c'est très clair que derrière, il y a des multinationales qui n'ont pas du tout trouvé de leur goût que l'une des mesures qu'a pris le Bhoutan, c'est de refuser de rentrer dans l'OMC. En disant, si on rentre dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, par exemple, ils ont un secteur de coton bio et des textiles, mais absolument remarquable, enfin, de très grande qualité, c'est artisanal. Et si on ouvre le pays, entre guillemets, libre échange, eh bien, nous allons détruire notre artisanat, et donc nous ne voulons pas rentrer à l'OMC. Alors ça a été... Alors, ils ont aussi interdit l'exploitation des mines, en tout cas, ils ont un sous-sol qui apparemment contient des mines intéressantes, enfin des ressources, des minerais, et ils ont décidé de ne pas les exploiter, sauf exception très très rare, pour préserver l'environnement et les communautés rurales qui vivent autour. Et ça, voilà, tu vois. Donc voilà, le Premier ministre, non, il n'est pas du tout le nouveau. Bon, la différence avec le premier, peut-être, peut-on dire, c'est que le premier, il a beaucoup œuvré à l'extérieur pour faire connaître le BNP, et le deuxième m'a dit, moi je vais me centrer sur le pays, d'où donc son initiative de soutenir la création d'entreprises. Et pour la petite histoire, le jeune que j'ai fait là, parce que on est vraiment sur une autre planète là-bas, enfin, c'est quand même très 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 surprenant. Karma Yonton, là, celui qui ramasse les poubelles, là, il m'a dit, je suis en train de faire toutes les écoles du pays pour faire ce qu'il a fait là dans l'école que j'ai filmée. Il dit, j'espère que quand j'aurai fait les 630 et quelques écoles du pays, eh bien, j'aurais bien formé la population et que je pourrais fermer ma boîte dans 4-5 ans et qu'il n'y aura plus besoin d'un chef d'entreprise. On pourra cultiver son jardin. Alors j'ai dit, tu feras quoi? Mais il y a plein de services à rendre à la société, je ferai autre chose. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas dans la croissance, vous voyez ce que je veux dire. Alors justement, pourquoi est-ce que ça se passe au Bhoutan et pas ailleurs? Pourquoi et comment, ailleurs, un peu partout dans le monde, on peut dire, la croissance est devenue le dogme absolu? Rapidement, parce que oui, vous détaillez tout ça dans votre livre. L'histoire du royaume est très particulière. C'est un petit royaume dont tout le monde se foutait parce qu'il est coincé entre la Chine et l'Inde, c'est tout petit. Voilà. Bon, ils parlent anglais comme... Enfin, ils ont deux langues, comme... C'est une question qu'on pose souvent, comme au Népal, comme en Inde. Parce que même s'ils n'ont jamais fait partie du Commonwealth, c'était quand même une zone d'occupation britannique, on va dire. Et voilà. Et puis, eh bien, la réponse... Moi, je me suis vraiment posé la question. Alors, je vais dire ça, je ne sais pas comment, parce que à la tête, il y a un roi éclairé. Ça pose la question des leaders éclairés. Un roi éclairé qui n'est pas tenu par sa réélection, qui a donc une vision. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rétablir la monarchie, tu vois ce que je veux dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on veut sortir du marasme, c'est plus que ça, enfin, relever tous les défis qui nous attendent et qui sont très très graves, le réchauffement climatique couvre ça très bien en Libération, mais la fin des minerais,
la sixième extinction des espèces, la crise sociale, la crise économique, la crise financière, et tout ce qui fait notre présent, eh bien, il faut avoir des responsables politiques qui ont une vision, je dirais, à 20 ans. Le système démocratique actuel ne le permet absolument pas, parce que tout le monde pense à sa prochaine élection, qui est en général dans 5 ans. Et donc, moi, je ne vois pas d'autre explication, mais ce n'est pas que moi, parce que j'ai parlé avec tous ces experts qui ont été associés au rapport de l'ONU, encore une fois, Tim Jackson, etc., qui m'ont tous dit, oui, certainement, cette famille royale est très éclairée, et elle a une vision pour le pays à long terme. Et comme il est en train de faire du vélo dans le Bhoutan et que son fils vit pareil, tu vois, et puis il sera de toute façon a priori roi jusqu'à ce qu'il laisse la place à voilà. Donc je vois pas d'autre explication. Bon. Oui, après ça pose un peu des tas de questions de gouvernance. Mais bon, pour revenir à la croissance, pourquoi est-ce qu'elle a été érigée en dogme comme ça? Ça, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? En quelques mots, je sais que c'est toute une démonstration. Oui. Creuser ça. Pardon? Non, pardon. Vous entendez mal? Non. La question. La question. Comme ça, pourquoi et comment la croissance a-t-elle été érigée en dogme absolu? Vous m'entendez mieux? Pardon. Voilà. Alors, la croissance, c'est une histoire qui n'est pas du tout ancienne, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. Hein. Ça date de siècles, avec l'ère industrielle. On ne parlait pas de croissance, d'ailleurs, à cette époque, on parlait d'accroissement de la production. Et si on vraiment parlait de croissance stricto sensu, c'est depuis la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Donc, où eh bien, cette théorie économique qui est basée sur le fait que donc, la richesse de la nation se mesure à son niveau de production, n'est-ce pas, va s'emballer complètement. Je dis vraiment s'emballer parce que la première fois où quand le PIB est créé dans les années 30 aux États-Unis, c'est dans un contexte très très particulier. Il y a eu la Grande Dépression, pas la répression, la Grande Dépression. Et le pays, il faut le reconstruire, c'est carrément, enfin voilà, il y a des millions de chômeurs, etc., plein d'entreprises qui sont fermées. Et donc le Congrès demande à un économiste, Kuznets, d'établir un outil qui permette de mesurer l'état de la nation, justement, pour pouvoir ensuite orienter la politique économique et dire voilà, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Et ça va servir à Roosevelt, au président Roosevelt, pour lancer donc, ce qu'on a appelé le New Deal. Et c'est un outil voilà, d'orientation. D'ailleurs, Kuznets lui-même, quand il présente son premier rapport du PIB, qui va être l'ancêtre du PIB, hein, eh bien, il dit voilà, il faut augmenter la production dans tel domaine, si on veut résorber le chômage, si on veut relancer l'activité. Mais il dit attention, c'est pas du tout un indicateur de bien-être. Il le dit lui-même. Moi, j'ai retrouvé les documents de l'époque, il dit lui-même. Alors après, il y a la Seconde Guerre mondiale. L'Europe va aussi s'emparer de cet outil parce qu'il faut reconstruire l'Europe pour la même raison, en fait. Hein. Donc, il va falloir aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire, là, de quoi on manque, etc. Et puis, ça va s'emballer parce que nous rentrons dans l'ère de consommation de masse, tu vois, et d'une nouvelle ère du capitalisme aussi, n'est-ce pas? Et qui va faire que cet outil qui à l'époque était un outil d'orientation tout à fait respectable, si on s'en servait que comme ça serait parfait, mais qu'il va y avoir une confusion qui va s'ancrer non seulement chez les politiques, mais aussi chez nous, tous les citoyens, où on associe l'augmentation du PIB, du produit intérieur brut, au progrès, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans nos pays européens, je dis bien dans nos pays occidentaux, eh bien, il y a effectivement dans la période d'après-guerre, comme encore une fois on est en pleine reconstruction, il y avait des cartes de rationnement jusqu'en 1949, enfin il y avait encore des besoins à couvrir, n'est-ce pas? Eh bien, ça va s'accompagner d'un développement matériel, et au sortir de la guerre, il y a un deal qui est passé d'un côté entre les syndicats, de l'autre l'État, les entreprises, pour que le gâteau, là, eh bien, il soit partagé. Donc dans nos têtes, ça va être associé toujours, le PIB, c'est un symbole de progrès, de mieux-être, etc. Sauf que ça marche ça marche en faisant abstraction du fait que ça marche parce que nous avons des ressources que nous ne payons pas au juste prix, évidemment. Nous pillons les pays du tiers-monde, disons-le carrément. Voilà, ça marche parce que ça marche pour nous, hein, parce que ça ne veut pas pour les autres. Hein. Et il y a quand même un certain partage, mais chez nous uniquement. Et puis 1973, c'est le premier choc pétrolier. Et là, on se rend compte, c'est très intéressant, dans mon livre, je raconte tout ça en détail, on voit vraiment comment, dès qu'il y a un choc pétrolier, le PIB s'effondre, c'est très net. Dès que le pétrole, le prix baisse,
c'est bon pour le PIB. Dès qu'il augmente, c'est pas bon pour le PIB. Il y a une connexion directe, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir comment nos hommes politiques n'ont jamais anticipé ça. Et ils n'ont jamais imaginé d'ailleurs que le pétrole, un jour, bien, les ressources allaient s'épuiser, le gaz, etc. Et donc, la croissance, elle va être entretenue par cette énergie fossile bon marché. Mais à partir du premier choc pétrolier, la machine se grippe. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une croissance verte? Parce que nos dirigeants nous disent qu'il faut tendre vers cela. Alors, la machine se grippe en 73 et on va faire justement la croissance verte, c'est quoi? C'est croître avec moins, d'accord? Sauf qu'il y a des limites à ça. Et ça, on le voit très clairement. Après le premier choc pétrolier, on va prendre plein de mesures. Vous vous rappelez, on n'a pas de pétrole, on a des idées. C'était le slogan de ceux qui sont nés comme moi, enfin bon, déjà un certain nombre d'années. Et donc, on va effectivement améliorer l'efficacité énergétique, par exemple, des voitures. Les voitures vont moins consommer au kilomètre. Mais il y a ce qu'on appelle en économie des effets rebonds. C'est-à-dire que, effectivement, on consomme moins au kilomètre. On est passé de 15 litres au 100 à 5 litres au 100. Mais comme on consomme moins, finalement, eh bien, on va prendre plus la voiture. Ou alors, comme on va moins dépenser avec le pétrole, du coup, on va faire un petit voyage en avion. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, ça n'a absolument pas eu d'effet sur la consommation, par exemple, de pétrole et sur les effets de serre, par exemple, le gaz à effet de serre. Donc, la croissance verte, c'est très clairement, et moi j'y parle avec tous les économistes qui travaillent là-dessus, c'est fini. Enfin, il faut évidemment toujours essayer d'améliorer, hein, on ne va pas dire le contraire. Il faut continuer d'améliorer le rendement énergétique par unité de production, etc. Mais on a atteint un top, là, ça c'est très clair. Et maintenant le problème, c'est qu'on est en face de réchauffement climatique. Et c'est très clair aussi que si, depuis 1973, le PIB a augmenté très, très, très doucement par rapport à ce qu'on appelait les 30 glorieuses, on a eu des pics à 5, 6, 7%. Hein, donc, en moyenne, sur les 30 dernières années, le PIB a augmenté de 1,8%. Ce qui veut dire, grosso modo, qu'on a multiplié par 2 en France, hein, je parle de la France, le niveau de production. C'est énorme. Dans le même temps, la population a augmenté de 0,5%. Donc ça veut dire qu'on s'est enrichi. Le pays s'est enrichi, vous m'avez suivi. Sauf qu'il n'y a jamais autant de chômage, il n'y a jamais autant de pauvres, et jamais autant d'inégalités. Donc le partage dont je parlais avant, qui a eu lieu, parce que les syndicats se sont battus, le pouvoir d'achat, tout ça, il faut tout revoir maintenant, parce que ces logiciels-là ne marchent plus. Eh bien, c'est passé où? Eh bien, c'est passé parce qu'on est rentré dans une nouvelle phase du capitalisme, qui fait que quand il y a un peu de croissance, parce qu'on en a eu un peu, il y a eu des années négatives, il y a eu des années à 3%, eh bien, ça s'accumule de plus en plus dans les poches d'une minorité. Alors les indignés ont parlé du 1%, et en fait, quand tu travailles sur cette question, tu te rends compte que c'est vrai, c'est 1%, qui sont les grandes multinationales, le secteur bancaire. Il n'y a plus de redistribution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de pauvres, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le PIB augmente, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Et c'est même des chiffres très précis. Si vous gagnez 2300 € de plus par an, vous émettez en moyenne 1 tonne de gaz à effet de serre de plus. C'est-à-dire que quand on consomme, eh bien, on émet. Quand on réduit la production, on réduit la consommation, on réduit les émissions. Et il y a des exemples très clairs. Quand le bloc de l'Est et l'Union soviétique s'effondrent, eh bien, récession et évidemment baisse très nette des émissions de gaz à effet de serre. Après la crise financière enfin le grand crash de 2007-2008, réduction dans tout y compris aux États-Unis. Donc, et pour moi maintenant, l'urgence, enfin, tu le sais très bien, hein, l'urgence pour moi, c'est quand même le réchauffement climatique. C'est pas quand même, il n'y a que ça maintenant. Enfin, pour moi, c'est la priorité absolue, parce que je dois dire que c'est ce que j'ai découvert en faisant cette enquête. C'est l'urgence du réchauffement climatique. Il faut arrêter d'émettre. Et donc, il y a la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a des alternatives. Donc, il y a ce dont je parlais tout à l'heure en présentant votre travail, ce que vous avez présenté dans Sacrée Croissance. Il y a l'agriculture urbaine, les monnaies locales, les énergies renouvelables. Et le mot-clé à chaque fois, c'est la relocalisation. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, si on veut émettre moins de gaz à effet de serre, il faut relocaliser. Pourquoi? Relocaliser la production et la consommation. Il faut moins consommer, vous avez bien compris, moins produire. Donc ça veut dire partager les équipements, hein, faire tout ce contraire de ce qu'on nous encourage à faire tous les jours. Se battre pour que ça, là, eh bien ça dure 20 ans, maintenant. Déclarer que l'obsolescence programmée... Alors j'ai vu dans la dernière loi, la loi sur l'énergie, transition énergétique là, de Ségolène,
elle avait parlé de l'obsolescence programmée, mais il faut carrément prendre des mesures, c'est-à-dire qu'il faut contraindre les fabricants à mettre sur le marché, et s'ils ne le font pas, eh bien, ils n'ont pas l'autorisation, des téléphones portables qui durent 20 ans, ce qu'ils pourraient très bien faire. Pareil pour les machines à laver, pareil, etc. Donc il faut partager et évidemment avoir des objets qui durent très longtemps. Alors, il faut relocaliser la production parce qu'évidemment, le premier secteur c'est l'alimentation. Alors ça touche à mes sujets favoris, évidemment. J'avais déjà montré avec les moissons du futur. Mais il faut savoir qu'en Europe, en moyenne, un aliment parcourt 3000 km. Vous vous rendez compte ce que ça représente en termes d'émissions, hein, de carbone. Et parfois c'est plus que 3000 km. Hein. Un jean, autre domaine. Moi je me bats beaucoup contre les jeans qui viennent de Chine, hein, parce que c'est une catastrophe environnementale. C'est 65 000 km pour faire un jean qui vient de Chine, hein, avec tout ce qui va... J'ai une fiche en bas dans l'exposition Sacrée Croissance, vous verrez, il y a une fiche pédagogique qui retrace tout ce qu'il faut pour faire un jean fabriqué en Chine dans des conditions terribles, et ce que ça coûte à la planète. Donc pas de jean bon marché, on achète un jean bio, on le garde le maximum, puis si on n'en veut plus, on fait du troc, et voilà. Hein. C'est ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Donc relocaliser au maximum parce que ça coûte très cher à la planète. Et l'alimentation, tout. Et ça c'est vrai que tous ces mouvements sociaux, c'est formidable de voir que les citoyens comprennent beaucoup plus vite que les politiques, vous voyez. Ils n'ont pas de problème de réélection, eux, vous voyez. Ils le comprennent. Donc partout, ces mouvements sociaux que je décris dans Sacrée Croissance, ou quelque part, d'ailleurs le bouton résume à lui tout seul tout ça, hein, quelque part, eh bien ce sont des mouvements qui visent à relocaliser la production alimentaire, l'énergie et l'argent, qui sont ce dont les communautés ont toutes besoin pour vivre. On a besoin de manger, on a besoin de se chauffer, de se déplacer et d'échanger. Si on relocalise tout ça, on décarbone, vraiment. En plus, c'est vraiment bien parce qu'on recrée du lien. Enfin, pour ceux qui ont vu Sacrée Croissance, vous avez vu tous ceux qui se lancent là-dedans, ils vont beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas engagé la transition. Et donc, ce n'est pas un retour à la bougie, un repli sur soi, comme... non, bien sûr que non. Ce qui est terrible, c'est que... Et moi, je suis vraiment désespérée de voir l'inertie des politiques parce que, franchement... S'il y avait un accompagnement et une vraie volonté de lancer la grande transition, c'est ce que j'imagine dans mon livre d'ailleurs, le livre qui accompagne tout ça, j'ai imaginé que le 14 avril dernier, François Hollande se réveillait et lançait la grande transition. D'ailleurs, le bandeau, il y a un bandeau rouge qui dit le jour où François Hollande a compris qu'elle ne reviendrait pas. Alors, elle, c'est la croissance. Hein. Et j'imagine que donc il s'est réveillé, tout ça, bref, j'ai écrit en 2034, donc j'ai 20 ans de plus, voilà. Et je raconte tout ce qu'on a obtenu en 20 ans, depuis que François Hollande est devenu le président de la 5e République, laquelle va bien sûr être enterré par lui-même d'ailleurs, il a lancé la 6e République, le plus populaire de France, qui est quand même pas évident, quoi. Vous voyez, il faut faire un petit effort d'imagination, mais ça marche. Et ce que je veux dire, c'est que dans mon livre, vous verrez, tout ce que je raconte qu'on peut faire en 20 ans, c'est du vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on a le scénario Négawatt, qui nous montre, par exemple, qui a fait un super boulot, hein, qui nous montre comment on pourrait, sans rupture d'approvisionnement, basculer progressivement et en 20 ans vers quasiment 100% d'énergie renouvelable, à condition évidemment de réduire énormément nos consommations, évidemment. Ça, c'est la première clé quand même, c'est la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. On a un autre scénario similaire qui montre comment en 2050 la France pourrait capter énormément de carbone et plus capter de carbone qu'elle n'en produit, évidemment grâce à une transition vers l'agriculture biologique et un programme d'agroforesterie qui ferait qu'on planterait des arbres partout dans la Beauce, ce serait magnifique. Et on pourrait continuer, et on pourrait nourrir les Français. Enfin, on a tous les savoirs. On pourrait le faire, vraiment. Le problème, c'est que si on ne le fait pas, ben là, on va vraiment... Enfin, il faut le dire. Moi, je suis très inquiète, je vous le dis franchement. Hein. Si on ne le fait pas, ben on va vers le chaos. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai consulté un rapport de la CIA qui a fuité. J'ai consulté un rapport du centre de prospection de l'armée allemande qui a fuité. Parce que les auteurs, à chaque fois qu'on leur demande de faire un rapport sur qu'est-ce qui se prépare, les auteurs, c'est des militaires, c'est des agents de la CIA, ils se mettent au boulot, puis quand ils voient le résultat, ben ils se disent c'est pas possible, donc ils font fuiter parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Bon, ben les nouvelles, les pires, c'est quand même, le scénario le pire, c'est celui de la CIA, où ils pensent que si on ne fait rien très vite,
20% de l'humanité va survivre à la fin du siècle. D'accord ? Parce que réchauffement climatique énorme qui va perturber la production alimentaire. Je le dis, hein, c'est la vérité. Hein. Et en France, par exemple, pour parler de nous, l'Europe, eh bien, la machine est déjà en train de s'emballer. Vous avez bien vu quand même. Personne ne vous dit que toutes les inondations qu'il y a là, en ce moment, c'est lié au réchauffement climatique. Mais bien sûr que c'est lié au réchauffement climatique. Et que ça va s'emballer parce que ce qui se prépare, c'est de plus en plus d'inondations et de plus en plus de sécheresse en même temps. C'est ça qui est assez difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler de dérèglement climatique d'ailleurs. Donc, les scénarios dans les études de Nature qui ont alimenté le dernier rapport du GIEC, c'est que si on ne fait rien, eh bien, nous allons vers au moins une centaine de jours par an où la canicule 2003, ça sera de la rigolade. Hein, de la rigolade. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra plus produire d'aliments en France, sauf à passer en bio très rapidement, parce que ça, c'est des systèmes beaucoup plus résilients, n'est-ce pas? Donc, c'est très sérieux. Les inondations vont se multiplier, et les tempêtes. Et au niveau planétaire, alors là, c'est des millions. Vous avez d'ailleurs fait à Libération un jour un supplément qui était imaginé aussi. C'est des centaines de millions de réfugiés climatiques qui vont être... enfin bon, Alors comment est-ce qu'on peut généraliser toutes ces alternatives tous ces lanceurs d'alerte au nord, qui se ressemblent d'ailleurs, hein, ces lanceurs d'avenir pardon, oui, du nord et du sud qui se ressemblent, on a l'impression tout de même qu'ils ne sont pas encore assez nombreux, qu'ils ne sont pas écoutés évidemment par nos dirigeants. Comment est-ce qu'on pourrait généraliser cela? Alors, comme il y a... Est-ce que l'exemple bhoutanais est... l'exemple bhoutanais n'est pas reproductible? Moi, je fais une tournée en ce moment en France où on passe Sacrée Croissance, des salles combles partout, on refuse du monde partout. Pourtant, les gens nous arrêter, ils reviennent, etc. Bon, moi, je leur dis partout, il faut se rassembler. Dans le film, c'est une boîte à outils. Il y a donc relocaliser la production des aliments, s'embarquer dans des coopératives énergétiques, s'engager pour lancer des programmes de rénovation thermique, se battre pour avoir le droit de... Parce que ça, c'est en France, c'est un énorme problème par rapport au Danemark, par exemple, où je suis allée dans Sacrée Croissance. On a un centralisme énergétique qui est un vrai frein pour développer les initiatives locales et permettre à chaque communauté... moi, j'aime beaucoup le mot communauté. En France, ça paraît très... Oui, vous parlez beaucoup des communs. Oui, voilà, les communs, en France, communauté, on pense repli communautaire, c'est même un mot très connoté. En espagnol, comunidad, c'est magnifique. En anglais, community, c'est magnifique. Il faut vraiment se réemparer de ce terme. La communauté, c'est des gens qui partagent un territoire. Et la transition, pour moi, la clé, ce sont les territoires. Et à condition de pouvoir rassembler les gens sur ce territoire, et de déterminer quelle est l'identité du territoire qui va faire qu'on va pouvoir mobiliser tous les gens pour lancer la transition tout de suite, maintenant, en espérant qu'avec ces exemples, on va pouvoir bouger les politiques, parce qu'évidemment, plus on aura de politiques et qui prennent des mesures pour, par exemple, encourager ce que je viens de dire, permettre à des communautés locales de faire un bilan énergétique et de se dire, voilà, là, nous, on va lancer le programme de rénovation thermique, d'accord, et en plus, eh bien, on peut utiliser les déchets alimentaires, enfin, faire un bilan et ensuite faire leur centrale d'énergie qui va permettre de satisfaire les besoins locaux. Donc il faut des réformes, il faut etc. Mais on gagnera beaucoup de temps. Alors, moi, je ne vois pas d'autre solution parce que pour l'instant, vous voyez bien, sauf à, comme j'ai fait dans mon livre, imaginez que François Hollande soit visité par je ne sais quel Saint-Esprit, peut-être par mon livre, parce que je lui ai envoyé, hein, tu lui as envoyé finalement, hein, Pascal. Ouais. Je lui ai remercié pour l'exemple qu'il donnait au monde. Voilà. Mais peut-être ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Mais bon, bougez-vous. Et moi je dis partout, dans le film Sacrée Croissance, il y a, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous acheterez le DVD. Hein. Eh bien, je suis allée sur une île, pour faire rapide, qui est devenue 100% énergie renouvelable en 10 ans. Et qui maintenant émet 0 carbone. Bon, bref. Et ils ont créé une académie de l'énergie sur l'île, qui est un exemple sur toute la planète, où viennent des gens de partout pour se former, pour voir comment ils ont fait, ils ont réussi si rapidement une transition comme ça. Et le directeur, à un moment, il reçoit des hauts fonctionnaires d'Europe de l'Est, il y a des Hongrois, etc., qui sont venus voir comment il a fait. Puis, il y en a un Hongrois qui dit, mais vous avez réussi parce que vous êtes une île. Il dit, oui, c'est vrai que ça a joué, l'île. Mais prenez l'image de l'île. Quand vous rentrez à Budapest, parce qu'il était Budapest, eh bien, vous vous dites,
dessinez votre île imaginaire, qui est le territoire dans lequel vous voulez inscrire le projet. Pourquoi? Parce que si on veut réussir cette transition, comme on n'est pas aidé par ceux du top, comme on dit en anglais, du haut, il faut que ceux du bas, la base, ils se rassemblent au-dessus de leurs différences partisanes, de leurs guéguerres de partis, parce que ça dépasse tout, là. Il faut se rassembler tous. Et on peut au moins tous se rassembler sur le fait que on voudrait que cette planète continue... de toute façon, elle continuera sans nous, hein, mais on voudrait que nos enfants, ils vivent pas, parce que moi, c'est ça qui me fait peur, c'est pour mes enfants. Ils vivent pas l'enfer dans 20 ans, parce que c'est ça qui nous attend. C'est l'enfer dans 20 ans. C'est ce que dit le rapport de la CIA, etc. Donc, rassemblons-nous. Mais pour ça, on a besoin de liens. Et les liens, c'est possible si on dessine notre île imaginaire qui va faire que ce territoire, on se dit, voilà, moi j'habite ici dans le 15e, est-ce que c'est un territoire? Est-ce qu'on a des choses où on peut déterminer ensemble à quoi on tient, quelles sont nos ressources, et qui va permettre de mobiliser. Et ça, je dis ça partout, et c'est marrant parce que j'ai commencé ma tournée en France, et on me renvoie des mails en disant, alors Chambéry par exemple, quand j'y étais il y a 15 jours, ils étaient sur le point de lancer leur monnaie locale, parce que c'est l'une des solutions dans le film, pour ceux qui n'ont pas vu, les monnaies locales. Et moi je dis que c'est la clé principale, c'est de créer partout des monnaies locales. Il y en a partout qui se créent des monnaies locales. Hein. Angers, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Chambéry. Et Chambéry donc me renvoie un mail, ils me disent, ah mais oui, voilà, parce on s'est dit, oui, on s'est réunis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a en commun? Et à quoi tenons-nous? Et on tient en commun, justement, hein, les fameux communs. Mais la question de l'identité est primordiale. Il ne faut pas croire que c'est ringard, l'identité communautaire. Je pense même que tout le travail, si j'ose dire, de ces grandes multinationales que je connais bien, comme une en particulier, mais les autres c'est pareil, c'est de détruire les liens communautaires et de faire croire que c'est ringard, hein, parce que en détruisant les communautés, c'est ce qui a fait qu'on est dans ce monde globalisé où finalement, qui c'est qui gouverne? Ce sont les multinationales. Mais c'est pas ringard. Il faut vraiment revendiquer notre identité à un territoire tout en étant connecté aux autres, vous comprenez? C'est tout le contraire du repli, mais dans une perspective globale. Il y a une expression qui est utilisée par un fondateur d'une monnaie dans un bidonville à Fortaleza, qui est dans mon film aussi, la glocalisation, voilà. Et ça, je trouve ça assez... Moi, cette mondialisation-là, ça va. Je veux bien celle-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais relions-nous. Donc le changement, c'est maintenant, mais c'est surtout entre nos mains. C'est ça. Ah oui, et oui. J'ai posé assez de questions. Ah oui, c'est sûr. Je pense que c'est le moment de... Non, ce matin, j'entendais Jacques Attali questions de la sur France salle. Inter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Jacques Attali, là, sur France Inter. Bon, il m'a énervé parce que, évidemment, la croissance, vraiment, on dirait qu'il n'a rien compris. Mais le seul truc, c'est son dernier bouquin que je n'ai pas lu, mais il parlait de son dernier bouquin. Il disait, les Français, allez-y vous, n'attendez pas de là-haut. Mais ça, c'est vrai, là-dessus, on est d'accord. N'attendez pas, faites, agissez. Et en espérant que plus vous agirez localement, plus ça permettra ce basculement systémique dont on a vraiment besoin et qui sera encouragé par les politiques. On n'a pas d'autre option. Parce que si on ne fait rien, vous avez compris, c'est grave ce qui se prépare. C'est vraiment grave. Hein, c'est pas... Voilà, je propose qu'on passe aux questions de la salle. On va faire tourner un micro. Qui a une question? Bonsoir. Alors vous avez beaucoup parlé des politiques et vous leur faites porter une bonne part de la responsabilité, mais est-ce que la responsabilité n'est pas aussi sur les Français, puisque quand on regarde simplement les résultats des différentes listes écologistes aux élections, on atteint au mieux 15%. Donc est-ce que simplement les Français ne préfèrent pas regarder Dr House sur TF1 plutôt que Sacrée Croissance sur Arte? Oui, alors on peut se demander comment on en est arrivé là aussi. Oui, bien sûr. Mais moi je pense que c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des Français qui vont s'abstenir de voter ou qui vont aller vers des votes extrêmes. Et voilà, c'est ça aussi. Si on ne fait rien, la situation va se dégrader. C'est-à-dire que la croissance, c'est fini. Et je suis désolée de vous dire ça, mais on va dans le mur. Voilà. On va dans le mur. Alors, comme on ne dit pas clairement aux Français, on appelle ça une uchronie, hein, dans mon bouquin, là, que j'ai écrit en 2034,
j'imagine que, comme François Hollande se réveille, eh ben, il dit aux Français, voilà, on en est. C'est ça que tout le monde attend. Et moi, je peux vous dire que partout où je suis allée dans les salles, là, pleines, à Château-Gontier, 2 salles de cinéma pleines, alors que c'est comme une ville, ça, à Chambéry, partout où je suis allée, les gens m'ont posé des questions sur le réchauffement climatique, j'ai dit voilà ce qui nous attend, voilà ce qui se prépare, voilà, etc. Et à la fin, les gens viennent et disent bon, voilà, on s'en doutait, mais vous voyez bien qu'on ça va plus du tout. Il faut quand même pas être très malin pour s'en rendre. Enfin, je veux dire, on voit bien, mais c'est une espèce d'inquiétude diffuse, n'est-ce pas? Vous voyez les sondages, les dernières enquêtes, c'est quoi? 3 Français sur 4, dernier sondage qui a 2 mois, est inquiet pour ses enfants et pense que ses enfants, les enfants vivront moins bien que... Ils ont raison. Qui n'est pas inquiet pour ses enfants dans cette salle? Qui n'est pas inquiet pour ses enfants? Oui ou non? Nous avons des enfants qui ne font plus d'enfants. Voilà, ça c'est encore, ça c'est encore une autre... À voir ce qui va se passer avec la génération des 20-30 ans, ça je suis bien d'accord. Les gens ils sont inquiets pour l'emploi principalement. L'emploi, mais... C'est ça, la priorité. Oui. Alors ça, c'est une vraie question, l'emploi, effectivement. Alors, Est-ce c'est que ça. la post-croissance Voilà, alors c'est ça crée l'emploi? C'est ça qui est incroyable, c'est que quand tu commences à travailler sur cette question, et tu vois les... Donc il y a plein d'études qui ont été faites de prospection sur l'emploi, et bien tu te rends compte que si on franchissait le pas et qu'on disait c'est fini la croissance, d'accord, on va passer à autre chose, ok? C'est pour ça que j'ai dit post-croissance, je ne dis pas décroissance, je préfère dire post-croissance parce que ça veut dire on passe à autre chose. Même si le mouvement de la décroissance est un mouvement pionnier et c'est formidable tout le travail qui a été fait par... Voilà, qu'on passe à autre chose. Eh bien, on peut créer beaucoup d'emplois, vous verrez dans mon livre, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut réduire nos gaz à effet de serre, il faut vraiment passer à l'agriculture biologique de manière massive. Pour une raison très simple, c'est que l'agriculture industrielle, aujourd'hui, c'est elle qui est responsable de 50% des gaz à effet de serre, si on met tout dedans. Hein. C'est-à-dire, c'est l'ONU qui donne ces chiffres, c'est pas moi. Hein. 14%, ça vient du fait que les pesticides et engrais chimiques sont faits avec du pétrole et du gaz. Ensuite, beaucoup de pétrole et de gaz utilisés aussi pour l'irrigation, pour le transport des aliments, la mécanisation, etc. Après, si vous ajoutez 19% qui sont dus à la déforestation, principalement provoquée par les monocultures qui servent à nourrir les poules, les vaches et les cochons des élevages européens, comme le soja transgénique en Argentine par exemple, ou faire des biocarburants, autre grosse catastrophe, n'est-ce pas? Eh bien ça fait 19%, et vous ajoutez les élevages, c'est 19% encore. Donc, première mesure, on passe à l'agriculture biologique massivement, et bien là, vous créez, d'après différentes estimations, rien que pour la France, entre 600 000 et 1 million d'emplois, d'accord? Si vous faites le grand chantier de la rénovation thermique, les énergies renouvelables, et puis tout ce qui est les services à la personne, eh bien vous créez aussi énormément d'emplois, à condition, et vous verrez dans mon livre, j'explique ça assez bien, enfin, c'est bien, j'ai bien documenté, très bien d'ailleurs, à condition qu'on partage le travail. Alors ça, très important, parce que si nous devons réduire nos émissions, parce que nous, ça y est, on va quand même pas continuer à promouvoir un système qui nous encourage tous les jours à acheter n'importe quoi pour que le système marche, n'est-ce pas? Qui fait même que tous les matins on vous dit la croissance, et que si la croissance ne revient pas, ça veut dire que si nous ne consommons pas, nous sommes responsables du chômage, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Donc on nous encourage tous les jours. C'est carrément une vertu patriotique de consommer. Et si vous ne consommez pas, vous êtes une espèce de débile. Et en plus, vous êtes responsable du chômage. Vous vous rendez compte dans quel système on est? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas promouvoir un système où on va dire aux Français, maintenant vous avez 2 voitures, eh ben, il en faut 3 ou 4. Vous voyez déjà, à Paris, les problèmes qu'on a avec les voitures. Enfin, c'est pas possible. On est d'accord? Bon. Donc nous devons produire moins et consommer moins. Mais si on fait ça, soit on licencie beaucoup de gens, ou on partage. À chaque fois qu'on travaille plus, on consomme plus et on émet plus. Le problème, c'est que le système actuel maintenant il est tellement pervers, qu'il y a des gens qui n'ont plus de travail de plus en plus, et puis des gens qui ont trop de travail de plus en plus. Et c'est un malaise extraordinaire dans le travail, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui est content de son travail, finalement, parce que quand on n'en a pas, on n'est pas content, mais quand on en a beaucoup, c'est pas marrant non plus. Il y a plein de cadres qui n'en peuvent plus, d'être pressés comme des citrons, et vous voyez bien qu'il y a un gros problème. Alors, partager le travail. Alors, toutes les études scientifiques sérieuses qui travaillent là-dessus, sur ceux qui font des pronostics, etc., des scénarios, disent c'est 20 heures. Comme on voit dans mon film, ça fait croissance. C'est 20 heures de travail salarié. Les 20 heures qui restent, elles servent à autre chose. Elles servent à cultiver son jardin, par exemple. C'est très très bien. Moi, je fais ça personnellement. Ben, c'est vachement important. C'est super.
Et si on n'aime pas du tout planter des tomates, mais quand on commence à le faire, vous allez voir, c'est un vrai... hein? Ah oui, oui, ça, on peut s'arrêter, c'est normal, parce que c'est la vie, c'est la vie. Puis c'est tellement bien de manger des légumes qu'on a plantés soi-même. Bon, sinon, c'est réparer les équipements, c'est s'occuper de ses enfants, de ses voisins, il y a plein de choses à faire. Hein. Faire du dessin, du piano, enfin n'importe quoi, ce qu'on veut. 20 heures. Et si on partage le travail, évidemment, on donne du travail à tout le monde. Et là, on est dans un modèle, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans une société qui est beaucoup plus équitable, beaucoup plus douce, évidemment, parce qu'on est quand même dans un système extrêmement... La concurrence, c'est vraiment devenu entre nous, entre les compagnies, entre les multinationales, entre les entreprises. Donc voilà, on se bat tous pour survivre, là, en ce moment. Hein. Eh bien, voilà, ce n'est, comme m'a dit Jean Gadret, un économiste qui est dans le film, c'est une société désirable. D'abord, elle l'est parce que ça lui permettra d'éviter l'effondrement, parce que c'est de ça qu'on parle quand même, hein, l'effondrement. Et l'effondrement, c'est une notion, moi je me suis beaucoup intéressée à la notion de l'effondrement. Il y a des livres excellents que vous avez, j'imagine, dans cette bibliothèque, comme le Jared Diamond, à qui je fais jouer un rôle dans mon livre d'ailleurs. Parce qu'il rencontre François Hollande, enfin bref. Je vais faire un tas de trucs à François Hollande, je vous dis pas. Hein. Et Jared Diamond, c'est un gros bouquin comme ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Vous sortez la découverte d'un autre livre qui m'intéresse beaucoup, qui est aussi d'autres civilisations qui vont s'effondrer, qui se sont effondrées, pardon. Enfin bref, si on prend toutes les civilisations qui sont effondrées avant nous, c'est quand même intéressant de se demander pourquoi. Parce qu'il y en a qui sont effondrées et d'autres pas, dans les mêmes conditions. Pourquoi? Eh bien pourquoi, quand elles s'effondrent, les civilisations, elles s'effondrent toujours parce qu'il y a toujours un problème climatique, toujours. Grande sécheresse, prolongée, n'est-ce pas? Il y a un problème de non-respect de l'environnement. Et puis, après je vous donnerai deux exemples, et puis il y a un problème avec les élites. Alors dans mon livre, j'appelle ça les élites bling-bling. Vous voyez ce que je veux dire? Sans mon regard. Hein. Alors là, c'est pas François Hollande, c'est celui d'avant. Hein. Bling-bling, c'est-à-dire des élites qui sont à côté de la plaque. Des élites qui vivent dans leur bulle. Alors, deux exemples très rapidement. La civilisation des Mayas, dont on a beaucoup parlé, et puis quand ils s'effondrent, ils s'effondrent. C'est des millions de personnes qui meurent. Hein. C'est vraiment... Alors qu'elles sont les Mayas, c'était une civilisation très brillante, qui a inventé l'écriture, enfin qui écrit, etc. Magnifique. Ils vont s'effondrer, mais disparaître, morts, tout le monde est mort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grande sécheresse. On déforeste parce que l'élite construit des palais toujours de plus en plus beaux pour faire la concurrence avec ses voisins. On a besoin de stuc, donc il faut du bois, on déforeste, et donc on accentue les effets de la sécheresse. Et à un moment, tout le monde meurt de faim. Ils meurent tous de faim. C'est incroyable. L'île de Pâques, qu'est-ce qui se passe avec l'île de Pâques? Pourquoi il y a des statues très très grandes? Parce qu'en fait, il y avait une guerre des clans qui faisait qu'on déboisait pour pouvoir faire ces fameuses statues qui sont de plus en plus lourdes, de plus en plus... Il fallait les traîner, il fallait des cordes en bois, il fallait des trucs en... Bref. Et à la fin, il n'y a plus un arbre, et à la fin, c'est du cannibalisme, ils se mangent entre eux, tout le monde disparaît. Hein? Et c'est incroyable. Une forêt extraordinaire, et tout va être abattu. La folie des élites qui sont embarquées dans... Et nous savons ce problème, très clairement, on a un problème de réchauffement climatique énorme, on ne sait pas du tout comment on va s'en sortir, si on s'en sort. Les élites, alors là, franchement, elles suceraient la bête jusqu'à la dernière goutte, et il n'y a pas moyen pour l'instant, on espère qu'on y arrivera, mais de les faire se réveiller. Hein. Donc on est vraiment dans cette situation-là. Alors celles qui ne s'effondrent pas, il y en a. Par exemple, la Nouvelle-Guinée, c'est un exemple qui est souvent donné. Au Japon, au XVIIIe siècle, grand problème de déforestation, mais une élite qui se réveille, et qui dit « Oula, stop, stop, stop !» et qui prend toutes les mesures comme au bouton pour protéger la forêt, replanter, etc., etc. Et ils vont sauver la forêt, puis ils vont sauver le pays aussi. Hein. Donc, élite éclairée, c'est pour ça que je vous dis, on a besoin d'élites éclairées, et pas des bling-bling, hein, parce que les bling-bling, ça fait qu'on nous emmène tous, vous savez, on est comme le mouton de Panurge, là. Donc il est encore temps de se réveiller. Est-ce Et il y a encore temps. Questions? Il y a une deuxième question. Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'agriculture et en particulier au Bhoutan. Comment font-ils avec les semences? La question des semences, évidemment avec toujours la même entreprise dont vous parlez. On ne va pas la nommer comme ça. Voilà, sans la nommer. C'est bien de ne pas la nommer. Hein. Surtout pas faire de pub. Et comment font-ils justement pour être autonomes par rapport à ça? Et qu'est-ce que nous aussi on peut faire? Merci. Alors, l'avantage du Bhoutan, si j'ose dire, c'est comme je le disais dans ce reportage, c'est que ils sont tous bio par défaut à 5%, vous avez vu. Sauf qu'ils craignaient, avec l'ouverture du pays, ils craignaient justement
l'arrivée massive des pesticides, etc. Parce qu'il dit ouverture, enfin, etc., etc. Donc ils ont stoppé ça, parce que alors moi, quand j'ai entendu le ministre de l'Agriculture me dire qu'ils avaient envoyé tous les pesticides et les engrais chimiques en Suisse, j'ai fait répéter pour dire la vérité. Parce que je voulais être sûr d'avoir bien compris ce qu'ils m'avaient dit. Et ils ont été détruits, ça c'est vrai. Donc ils ont gardé quand même beaucoup leurs semences traditionnelles, parce que il y a eu très peu, comme ils sont, c'est quand même un pays vraiment, vraiment dans l'Himalaya, hein, très difficile d'accès, etc. Donc très fermé très longtemps, donc il y a un tas de saloperies qui ne sont pas rentrées, excusez-moi, c'est aussi simple que ça. Et donc ils ont leurs semences. Bon, je sais, parce que quand j'étais là-bas, il y avait une conférence sur l'agriculture biologique que malheureusement j'ai pas pu mettre dans le film. Il y avait Vandana Shiva qui était là, ainsi que d'autres personnes que je connais, que j'avais dans le film Les Moissons du Futur. C'est pour ça que je vais faire un 52 notamment, parce que bon, bref. Ils font des échanges en ce moment, parce qu'ils sont très, très inquiets, parce que c'est comme au Népal où je suis allée aussi pour Sacré Croissant, parce que les glaciers fondent très 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 vite là. Bon, c'est pour ça que j'ai compris que c'était urgent. Enfin, j'ai vraiment, je vous dis franchement, j'ai très très peur du réchauffement climatique, excusez-moi d'insister, mais il faut vraiment que vous vous réveilliez et que vous considériez que c'est vraiment l'urgence et que vous bougiez, parce qu'il y a une grande conférence en décembre 2015 sur le réchauffement climatique qui va avoir lieu à Paris. Il faut vraiment que ce ne soit pas un fiasco, quoi. Et ça, il faut arrêter de mettre la tête dans le sable. Hein. On va vers l'effondrement, Bref, donc eux là-bas, ils sont très 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 inquiets. Au Bhoutan, on n'est pas là parce que les glaciers fondent très très rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu. Donc ça veut dire que les rivières vont s'assécher bientôt. Et au Népal, j'ai filmé aussi une conférence d'ailleurs sur le climat international, où ils ont dit que si ça ne s'arrêtait pas, enfin si on ne prenait pas de mesures, le Népal serait un désert d'ici 20 ans, et que les 26 millions de Népalais devraient partir. Alors où je ne sais pas où. Le Bangladesh, pareil, eux ils sont sous l'eau. Hein. Donc ils sont combien là-bas? Pas mal. Hein. Et puis alors, surtout, toutes les rivières qui traversent l'Inde, la Chine, etc., sont nourries par les glaciers. Si les glaciers fondent, donc c'est des millions de réfugiés climatiques, ils n'ont plus rien à manger nulle part, ni en Chine, ni en Inde, et ça va très vite. Donc le Bhoutan, voilà. Alors ils sont en train d'échanger des semences pour trouver des semences qui permettent d'être plus résilients. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Parce qu'au Bhoutan, comme au Népal, ils ont de plus en plus de sécheresse, la mousson est perturbée, d'inondations, enfin, etc. Et donc ils échangent des semences locales avec les différents pays de la région pour trouver les meilleures semences adaptées au réchauffement climatique. Voilà. Mais des semences locales, hein, pas des semences hybrides de ma compagnie préférée. Surtout pas OGM. Quelqu'un qui a une question derrière? Bonsoir. Excusez-moi, je n'ai pas encore lu votre livre. Non, tout à fait excusé. Il est sorti il y a une semaine, donc. Dans vos scénarios de passage à la société post-croissance, est-ce que cela se fera de manière douce, ou alors immanquablement, il va falloir sacrifier une, voire plusieurs générations? Alors moi, je voudrais que ça se passe de manière douce, parce que je pense à mes filles, et donc j'aimerais qu'on commence maintenant, parce que ça permet de la planifier, et progressivement s'organiser, parce que de toute façon, même si on arrêtait d'émettre aujourd'hui des gaz à effet de serre, il y a quand même là-haut 550 milliards de tonnes de CO2, et ça, il faut être vraiment clair, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, 2 degrés, de toute façon, on y va. De toute façon. Et 2 degrés, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc il faut déjà se préparer à ça. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est arriver à 5, 6, parce que alors là, je peux vous raconter ce qui se passe à 5, 6 degrés. Là, la dernière fois que ça s'est passé, c'était à 55 millions d'années. Si on continue comme ça, on y arrive. Ah ben, si on continue comme ça, on y arrive. Et la dernière fois, c'était à 55 millions d'années. C'est une période très bien connue des géologues, parce que du coup, pour faire ce livre, j'ai dû me pencher là-dessus sérieusement. Puis plus je penchais, plus j'ai lu. Enfin bon, c'était assez fascinant et assez déprimant, pour dire la vérité. 55 millions d'années, ça s'appelle le maximum thermique du passage du Paléocène à l'Éocène. C'est une période très précise dans l'histoire de la Terre, où en 20 000 ans, nous on fait en 200 ans. En 20 000 ans, la température a augmenté de 6 degrés. Et le résultat, c'est que le niveau de la mer était 70 mètres plus haut. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc les scénarios dont je vous parle, quand la CIA dit 20% de survivants, c'est 20% qui vont se replier autour des Grands Lacs au Canada. Toutes les zones côtières seront... Enfin, voilà. Et ça va vite. Enfin, ça... Et sauf que c'était en 20 000 ans. Ça veut dire aussi que la 6e extinction des espèces, évidemment, on n'y coûte pas, parce que à l'époque, quand ça s'est passé sur 20 000 ans, il y a eu une grande extinction, mais on ne parle pas quand même
il y a eu la 5e extinction qui avait eu lieu en 65 millions d'années, c'était les dinosaures et compagnie. Il y a 55 millions d'années, tout n'a pas disparu parce qu'en 20 000 ans, ils ont quand même eu le temps, puis c'était progressif, de se déplacer et de s'adapter. Nous savons, par exemple, en Europe, qu'au cours des 30 dernières années, les plantes, toute la végétation est montée vers le nord en moyenne 16 km par décennie pour échapper au réchauffement. Mais si ça s'accélère, personne ne peut s'adapter à ça. Donc ça veut dire que la 6e extinction des espèces, là on va vers... voilà. Donc c'était à 55 millions d'années, j'espère vraiment, ces 6 degrés, qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on n'a aucun moyen, on ne pourra pas. Voilà. Donc 2 degrés, on y va sûr, donc il faut déjà se préparer à ça, parce que c'est déjà pas rien, pour pouvoir continuer à se nourrir, etc., etc. Donc pour répondre à votre question, soit on organise dès maintenant, et tous les experts disent qu'on a une petite fenêtre, là, qui permet encore d'éviter l'effondrement. Si on ne le fait pas, ce que vous dites, monsieur, c'est que, et c'est ça qui fait très peur, c'est que de toute façon, on y va dans l'effondrement, donc ça va être très violent, ça va être très chaotique, ça va être très dur, ça va être... Enfin voilà, c'est un effondrement, quoi. Donc vous imaginez très bien ce que ça veut dire. Et là... Pas mal de questions, là. Oui, bonsoir. D'abord, je voulais vous féliciter pour ce que vous faites, hein, c'est vraiment très bien. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est comment est-ce que vous expliquez, question plus politique, que le mouvement des indignés n'est pas plus perçu, n'est pas plus percé, alors que pendant un temps, il avait connu un pic, notamment en Espagne, et après tout ça, ça s'est arrêté. Pas vraiment, parce que c'est reparti avec Podamos, là, en ce moment, il y a un mouvement, bon, tu as suivi, toi aussi, tu en as parlé déjà? Ben voilà. Oui, je crois qu'en Espagne, ça prend. Ça reprend. Les nouvelles de Grèce aussi, moi, je suis d'assez près ce qui se passe en Grèce. C'est assez intéressant, tout ce qui se passe en ce moment en Grèce. Je pense que si on n'arrive pas à convaincre les politiques rapidement de lancer la transition, la seule chose que j'espère qui va nous arriver, je parle en tant que citoyenne, là, et puis après avoir fait ce tour du monde, avoir tous ces experts, parce que l'effondrement, c'est le climat, c'est aussi la fin des énergies fossiles et des minerais, hein, parce que ça, c'est autre chose dont on n'a pas parlé, parce que c'est très très grave aussi, ça, on y va, là. Hein. Bon. C'est le système financier qui est pourri. Tout le monde dit, tous les économistes que vous voyez dans Sacré Croissant vous disent tous que le système financier peut s'effondrer n'importe quand, parce qu'il est pourri jusqu'à la moelle. 95% des transactions actuellement, c'est que de la spéculation, et c'est reparti comme en 2007-2008, parce qu'on n'a pas réformé le système. Et en fait, tout le monde dit que quelque part, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors, sauf que là, quand il va s'effondrer. D'ailleurs, tous ces économistes, ils disent que quand il va s'effondrer, ça veut dire que, ben voilà, il n'y aura plus rien, hein, donc tout l'argent va partir en fumée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais au moins, peut-être que là, on va pouvoir, comme c'est dit dans mon film, les crises, parfois, c'est des opportunités de remettre tout sur la table et de se dire, eh ben, on reconstruit, voilà, parce qu'on ne va plus être, nous en tout cas dans nos pays, être retenus par, vous voyez, les emprunts, je ne sais pas quoi, enfin, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à lever le nez du guidon, vous voyez, parce qu'on est tous pris par le boulot, à Paris, 7 jours de vivre, on court tout le temps. Pour pouvoir s'arrêter, il faut avoir le temps, vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir le temps de s'arrêter, puis se dire, voilà, et penser collectif, et penser... donc, la crise, ça pourrait être une chance, vous voyez? C'est ce qui se passe en Grèce en ce moment, hein, parce qu'en Grèce, c'est très intéressant ce qui se passe là-bas. Bonsoir. On parle de projection démographique en Asie notamment, en Afrique assez important. Je crois que l'Afrique doit quadrupler en une trentaine d'années. Aujourd'hui, on a des classes moyennes qui émergent, qui sont très largement dans le même état d'esprit qu'ont pu être mes parents, en tout cas, la génération du baby boom. Vous le disiez vous-même, on a fondé notre prospérité, notre richesse sur un pillage du tiers-monde. Comment on peut espérer, d'une part, leur refuser ce mirage et orienter les choses de manière un petit peu différente, et moralement et raisonnablement. Ah bah oui, ça c'est la question fondamentale, parce que donc la croissance est finie. Nous devons, les pays occidentaux, mettre le pied sur le frein, très clairement. Et nous avons une responsabilité particulière dans ce qui se passe. Parce que 95% des gaz qui sont là-haut, c'est nous. Historiquement, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, actuellement, par exemple, un Français émet en moyenne 6,8 tonnes de gaz à effet de serre par an. Un Américain, 18 tonnes.
un Allemand 8 tonnes, un Africain 0,2, un Libanais 0,4, et un Chinois, les Chinois sont en train de nous rattraper. Mais les Chinois sont en train de nous rattraper, notamment parce que nous avons exporté en Europe 20% de nos gaz à effet de serre vers la Chine, en leur faisant, avec toutes les usines qu'on a envoyées là-bas et qui nous envoient les fameux jeans, là, donc je vous ai appelé à les boycotter, parce que j'appelle ça, bon, il faut appeler un chat, il faut les boycotter, il ne faut pas les acheter. Donc, il faudrait rapatrier ces 20%, parce que quand on nous dit que l'Europe a baissé, excusez-moi, on a exporté, on fait fabriquer par les autres. Après, on peut toujours dire que les Chinois, voilà. Voilà. Alors, en tout cas, par rapport à votre question, c'est une question fondamentale. Parce que nous devons, nous, mettre le pied sur le frein, mais on doit aussi libérer l'espace écologique pour que l'Afrique, par exemple, puisse continuer un certain développement, jusqu'à un certain niveau, hein, et qui soit à un niveau raisonnable, mais il y a encore beaucoup de problèmes à régler en Afrique, par exemple. Donc, ça pose... Excusez-moi. Ça pose très clairement, encore une fois, la question du partage. Alors ça, c'est... Pourquoi vous pensez que les hommes politiques n'osent pas affronter la question des limites? Parce que c'est ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler de la question. On doit affronter la question des limites des ressources et de la capacité de la Terre à absorber les déchets que nous produisons. Nous avons atteint les limites, globalement. D'accord? Si on affronte la question des limites, eh bien, on doit affronter la question du partage. Le partage entre le Nord et le Sud, mais le partage aussi dans nos sociétés. Et si les politiques ne le font pas, c'est qu'ils ont très peur, parce qu'aller dire aux Français, maintenant il va falloir qu'on émette beaucoup moins, mais on va laisser les Indiens encore faire un peu. Il faut avoir un sacré courage politique pour le faire. C'est pour ça que nous devons, nous aussi, les citoyens, montrer qu'on est prêt à ça. Hein, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Parce que tu ne pourras pas convaincre, comme vous venez de le dire, les Chinois d'arrêter sur ce modèle de développement si nous ne montrons pas l'exemple. C'est tout l'enjeu de l'accord, j'espère, de l'accord qui va se négocier, espérons-nous, lors de la COP 21 l'année prochaine au Bourget. Voilà. Alors, ça, c'est l'enjeu. Et malheureusement, si on ne le fait pas, eh bien, on perd tous. Voilà. Alors, je propose de prendre encore 2 questions parce que l'heure tourne. Je vois ça va être rapide. L'heure tourne et il y a encore une séance de dédicaces après. Ah oui, oui. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, en fait, je me pose une question depuis très longtemps, peut-être qui est complètement stupide, mais vous qui avez rencontré, au cours de toutes vos enquêtes, des présidents de multinationales, j'imagine, ce sont des humains comme nous, ils ont des enfants, j'imagine. Comment est-ce que eux, ils s'imaginent échapper au cataclysme, quoi? Comment ils voient leur propre descendance survivre dans ce monde? Comme je vous disais, les élites sont aveugles, et c'est les élites bling-bling. Eh ben, c'est des élites qui ne voient pas, ils ne sont pas dans notre monde. Quand les Mayas continuent de faire arracher les arbres, etc., pour pouvoir faire brûler, bref, pour faire du stuc, etc., mettre sur leur palais, eh ben, voilà, ils ne voient pas. Le problème, c'est d'arriver, alors je suis bien d'accord avec vous, d'ailleurs c'est ce que j'imagine dans mon livre, c'est comment on va atteindre les... Parce qu'on ne pourra pas faire cette transition contre les multinationales, elles sont bien plus puissantes que nous. Il faut être clair. Hein. Voilà. Alors, moi, en tant qu'humaine et citoyenne, j'espère que... Le problème, c'est comment leur faire comprendre que si ça s'effondre, tout le monde va s'effondrer. Tout le monde. Parce que quand il y aura des tempêtes partout, des inondations et des sécheresses, il n'y a plus rien qui marchera. Moi, je suis allé à New York il n'y a pas très longtemps, où ils sont encore en train de reconstruire après Sandy, vous savez. Et il y a des élus, des gens de la ville, de la mairie de New York qui m'ont dit un Sandy tous les 30 ans, on reconstruit, mais pas un tous les 5 ans. Et c'est ça qui nous attend. C'est des Sandy tous les 5 ans, des sécheresses qui vont faire qu'on ne reconstruira plus. On n'aura plus les moyens, de toute façon. Donc, comment on fait pour... Alors, partout où vous êtes, si vous connaissez des gens qui peuvent... Il faut les atteindre, il faut leur donner l'information. Mais s'il y a un déni de la classe politique, et on est dans le déni, dans mon livre, je parle du grand déni. S'il n'y a pas un homme politique qui est capable, un Premier ministre ou un président de la République, de dire, après les derniers rapports du GIEC, qui sont quand même très clairs, c'est la première fois qu'on voit clairement la grande inquiétude des experts, n'est-ce pas? Ils ont monté d'un cran toutes leurs inquiétudes, mais très nettement. Et puis encore, c'est en dessous des études qui ont alimenté les rapports, parce que vous savez ça. Bon, s'il n'y a pas un président de la République, moi j'imagine qu'il se réveille et qu'il arrête tout comme le 11 septembre, et qu'il dit, voilà, Français, Françaises, là c'est parti, voilà ce qui nous attend. C'est pas encore trop tard, mais il faut y aller, là, il faut y aller. Eh bien, tout le monde ira. Mais si on est dans le déni, vous comprenez? Quand il y a une inondation à Montpellier, il n'y a pas un ministre qui est capable de dire, inondation là, c'est pas un hasard, et puis après juste derrière, il y a une autre dans le Tarn, je sais pas où. On est dans le réchauffement climatique. Alors, une question là, monsieur? Oui, je voudrais redescendre au niveau du Bhoutan. Il y a un truc qui m'intrigue un peu. Vous évoquez dans le film une taxe de séjour
250 € par jour et par touriste. Voilà. Dollars, c'est un peu moins. Bon. Mais 250 $ par jour et pour 100 000 touristes, ça représente quoi dans le budget du Bhoutan, dans le produit intérieur brut du Bhoutan? Est-ce bien raisonnable? Ça représente quoi? Est-ce bien raisonnable? Et qu'est-ce que ça représente en empreinte carbone, hein, 100 000 touristes? Non, mais justement, vous avez vu le pays capte 4 fois plus de carbone qu'il n'en émet. Donc ils ont décidé de limiter le tourisme pour ne pas avoir les mêmes problèmes que dans le Népal juste à côté. Et ça, c'est vrai que moi, quand je suis au Népal, c'est la première fois de ma vie que j'y allais. Quand j'ai vu Katmandou, c'est quand même dramatique, le développement de cette ville, c'est terrible. Donc, voilà, ils ont donc opté pour un tourisme haut de gamme. Alors, la taxe en question, les 180 €, ça couvre tout, hein, l'hôtel, l'interprète, la voiture, la nourriture, et pas le billet d'avion hein, quand même. Mais bon, quand même, c'est quand même, on peut voyager moins cher dans ces régions. Hein. Mais l'idée, c'est qu'ils veulent pas, ils veulent limiter le tourisme. Ils veulent pas construire des hôtels partout, ils veulent pas, enfin, etc. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Et donc la taxe, une partie de la taxe finance l'école et la santé gratuite pour tous. Voilà. Alors, dernière question, monsieur. Je voudrais en profiter pour ne pas poser une question, parce qu'il y a beaucoup de garçons, d'hommes qui ont posé des questions, et c'est peut-être aussi une des choses qu'on aurait à faire, c'est laisser la place aux femmes. Je vais leur laisser la parole peut-être pour la dernière question, justement. Les femmes et les valeurs féminines, c'est peut-être des choses qu'on oublie un tout petit peu dans ce qu'on peut faire, mais la coopération, le partage, ces choses-là, c'est aussi grâce à vous, mesdames, que ça peut se porter. Donc, je ne pose pas de questions, mais je vais peut-être, sans abdiquer, je laisse la parole pour une dernière question à une femme. Alors, je vous informe, madame, dernière question. Je vous informe quand même que si vous prenez le temps de regarder l'exposition qui accompagne Sacrée Croissance, qui est sur le même thème, chaque pays que vous voyez dans Sacrée Croissance est incarné par une femme. Voilà. Et je les appelle les lanceuses d'avenir. Donc allez les voir, elles sont très jolies. Il y a d'ailleurs Deki, la directrice de l'école, dont j'ai fait le portrait avec des photos faites par un photographe professionnel. C'était un homme là, mais bon. Et voilà. Et c'est vrai que les femmes sont très souvent les chevilles ouvrières de toute cette transition, de toutes ces initiatives très clairement. Et voilà, donc je leur rends hommage dans l'exposition. Et elles sont au rez-de-chaussée. Dernière question pour madame, peut-être? C'est pas une réaction, hein, une question. Une question de la part d'une femme qui porte souvent la culotte, si vous me permettez. Dans votre chose, Le Monde selon Monsanto, il y a quelque chose d'extraordinaire que vous faites. C'est que vous êtes précise, vous dites telle personne s'appelle de telle façon, il va dans tel organisme noyauté. Vous regardez leur façon de se cacher dans leur site internet, etc. Et dans la lutte, bon, on pense qu'on veut de Mélenchon, hein, mais je pense par exemple, quand il a été avec des gens à l'agence de notation à Paris, il a dit telle adresse, telle personne, il faut être précis, parce que le fait de dire les multinationales, bon, ça va, quoi. Et je veux bien que ce soit pas le sujet de la soirée, je veux juste avoir une pensée, quand vous dites le jean pourri de Chine, là, qui fait 65 000 km de voyage, je voulais parler, alors juste une pensée éthique, parce que les longs voyages, le transport, la pollution, c'est aussi un problème quand on amène des chevaux qui traversent toute l'Europe pour aller se faire abattre, par exemple en France, qui arrivent dans des états lamentables. C'est la pollution à beaucoup de points de vue, mais c'est aussi un truc éthique. Voilà. Alors, avant que vous répondiez, juste, il y a quelqu'un qui voulait poser une question depuis très longtemps. Voilà, et ensuite c'est vraiment fini parce qu'on va y passer la nuit. Il faut que vous puissiez dédicacer votre livre. Bonjour Madame Robin, moi c'est une question d'agenda, puisque voilà, si on vous écoute ça urge, hein, n'est-ce pas? Ah oui, vous avez bien compris. Alors il vient d'y avoir une conférence à Lima, je crois, au Pérou. Est-ce que vous avez eu des échos? Est-ce qu'il y a eu des choses sympas qui ont été actées? Peut-être pas. Mais moi je voudrais me projeter déjà à Paris dans un an. Donc moi je voudrais dire à tout le monde, c'est à Paris, c'est dans un an, et ben il faut mettre la pression sur nos gouvernants, parce que franchement ce serait peut-être que symbolique, mais il ne faut pas que ce soit symbolique. Il faut que vraiment les gens ils se réveillent. Quand je vois la répression qui a été faite sur le site de Notre-Dame-des-Landes, quand je vois le petit Rémi Fraisse qui se fait flinguer parce que monsieur il étudiait juste des fleurs, moi ça me met les boules quoi.
ça me met les boules et j'ai envie de dire aux gens, il faut se battre. Mais c'est peut-être au-delà de la déclaration d'intention, il faut peut-être se faire entendre d'autres façons. Merci à vous. Oui. Bon alors, vous êtes tous les habitants du 15e, là, la plupart? Non, mais il y en a. Qui habite du 15e? Bon. Alors les habitants du 15e, vous pouvez faire comme on fait les gens de Strasbourg, de tout ça. Vous échangez vos mails. Il y a une initiative qui s'appelle Alternativa, qui est lancée dans plein de villes de France. Ben voilà, je suis en train de faire votre pub, vous me donnerez une petite commission, ensemble, voilà. Vous pourrez les déposer en bas. Et je trouve que c'est super parce que ça rassemble justement. Et c'est souvent festif parce que même si les nouvelles ne sont pas bonnes, il faut continuer de vivre et puis il faut espérer que la vie va triompher et qu'on va y arriver et que, comme me l'a dit Tim Jackson, qu'on va pouvoir réveiller en nous ce qu'il y a de meilleur. Hein. Voilà. Et allez-y, échangez vos mails, construisez votre île là, comme je vous ai dit. Voyez ce que vous pouvez faire localement parce qu'il faut que ça soit très... Voilà, ça répond à... Et allez-y, il faut bouger maintenant. Alors voilà, oui, il y a beaucoup de questions encore dans la salle, je sais, il y a cette dame, mais vous êtes deux femmes. Maintenant, on voudrait laisser un temps aussi pour le débat personnel, pour la dédicace aussi, peut-être par Monique Romain. Envie de prendre un verre, on va vous offrir un verre de l'amitié en bas. Vous aurez encore le temps d'échanger. Par ailleurs, la conférence du climat qui aura lieu à Paris donnera lieu à une conférence ici à la médiathèque, pourquoi pas avec Marie-Monique Robin, peut-être. Donc voilà, découvrez aussi notre bibliothèque avec son fonds développement durable. Et je vous remercie à tous.